Le 4 septembre 1989, Marie Bouchard décide de partir voir sa fille Joan Eaton et ses deux petites filles Jennifer et Melissa dans le quartier de Warwick, dans l'état de Rhode Island, aux États-Unis. Car en effet, Marie est inquiète car cela fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille et de ses deux petits-enfants. Lorsqu'elle arrive sur place, elle frappe à la porte, mais personne ne répond, et pourtant la voiture de Joan est bel et bien garée juste devant la maison. Marie comprend tout de suite que quelque chose ne va pas, et après avoir insisté plusieurs fois, elle décide de rentrer dans la maison, n'ayant aucune idée que sa vie s'apprête à être bouleversée. Car à peine rentrée dans le domicile de sa fille, elle commence à sentir une odeur de putréfaction, et en avançant un peu plus dans la maison, elle découvre le corps de sa fille, Joan, et ses deux petites filles, allongées par terre dans une mare de sang, toutes les trois ayant été sauvagement assassinées. Et lorsque les policiers arrivent sur place, ils ne se doutent pas une seule seconde que la personne responsable de ce crime aussi violent n'en est pas à son premier coup, et surtout qu'il s'agit d'un adolescent de seulement 15 ans. Mais alors comment un jeune garçon peut être poussé à commettre des crimes aussi violents, ce qui fera de lui le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis? C'est ce que je vous invite à voir dans cette vidéo, car aujourd'hui on va parler d'une affaire qui a beaucoup fait parler à l'époque et qui a suscité beaucoup de colère et d'indignation. Et cette affaire, c'est l'affaire Craig Price. Craig Chandler Price naît le 11 octobre 1973 à Warwick, dans l'état de Rhode Island aux États-Unis, où il grandit aux côtés de ses deux frères et sœurs. Son père, John Price, occupait un poste de direction dans un magasin alimentaire et sa mère était une employée de bureau dans le même établissement. Ses parents ont toujours travaillé très dur pour subvenir aux besoins de la famille et il est important de noter que lorsque Craig était plus jeune, sa famille vivait dans une ville où moins d'1% de la population était afro-américaine, alors que le racisme était toujours très présent à cette époque. Ses parents ont travaillé dur pour essayer de surmonter ces discriminations et bâtir une vie stable pour leur famille. Pour être honnête, il est difficile de trouver des informations sur l'enfance et l'adolescence de Craig, mais les seules que j'ai trouvées disent toutes la même chose. Craig était un enfant serviable, toujours prêt à aider, un enfant doué à l'école qui avait de très bonnes notes et qui adorait le foot et le basket. Et ses professeurs et ses voisins se souviennent de lui comme quelqu'un d'agréable et de drôle. En résumé, Craig était un enfant heureux qui a grandi dans une bonne famille. Mais alors, que s'est-il passé pour que Craig prenne un chemin complètement opposé à l'éducation qu'il a reçue? Car contrairement à beaucoup de tueurs en série, il a eu une enfance normale dans une famille normale. Mais il est tout de même important de noter qu'à l'âge de 9 ans, il aurait commencé à avoir des pensées qui n'étaient pas courantes pour un enfant de son âge, car il aurait eu des pensées inquiétantes et bizarres sur la mort et les meurtres. Même si cette information reste à prendre avec des pincettes, certains pensent que ce sont ces pensées qui auraient contribué à ses futurs crimes. Mais malheureusement, tout va commencer à cause de ses mauvaises fréquentations, où il va commencer à commettre de petits délits allant du simple vol au meurtre. Car au début de son adolescence, vers ses 12 ans, Craig commence à avoir des ennuis dans son quartier et il se fait rapidement connaître par les policiers car on l'accuse notamment d'avoir commis diverses infractions. Vol, effraction, consommation de drogue, agression et j'en passe. Et ce qui va sûrement aggraver les choses et causer sa perte, c'est que Craig va intégrer un gang local avec lequel il va commencer à fumer de la drogue. Il va fumer régulièrement de la marijuana pour ensuite s'attaquer au LSD, qui est, à titre d'information, une drogue dure qui provoque des hallucinations. Complètement noyé dans ce cercle vicieux et ses mauvaises fréquentations, Craig va commencer à développer des habitudes étranges et il va régulièrement traquer les femmes de son quartier et les regarder pendant de longues minutes à travers leurs fenêtres pour finalement rentrer chez elles par effraction et les voler. Et il va recommencer cette opération jusqu'à la fois de trop, où son cambriolage ne se passera pas comme prévu. Car le 27 juillet 1987, il se promène dans son quartier et tapi dans l'ombre, il commence à observer la maison d'une de ses voisines. Cette voisine, c'est Rebecca Spencer qui vit au 60 Inez Avenue, où la jeune femme, en plein divorce, loue une maison avec son frère et ses deux enfants. Ce soir-là, Craig commence à observer la jeune femme et pour être honnête, il commence à en avoir l'habitude car cela fait environ une dizaine de fois qu'il observe les moindres faits et gestes de Rebecca. Mais cette nuit-là, Craig décide de passer à l'action et de s'introduire chez elle. Malheureusement, son plan ne se passera pas comme prévu et la jeune femme le prendra en flagrant délit.
Complètement paniqué et ne voulant pas se faire arrêter par la police, Craig finira par la poignarder à mort avec un couteau de cuisine. Au total, la jeune mère de famille recevra 58 coups de couteau. Craig, âgé de seulement 13 ans, vient de commettre son premier meurtre. Quand le corps de Rebecca Spencer sera retrouvé, les policiers vont démarrer une enquête pour retrouver le tueur, mais Craig ne sera jamais inquiété. Car il faudra attendre que le jeune garçon repasse à l'acte 2 ans plus tard avant d'être inquiété. Car en septembre 1989, alors qu'il est sous LSD, Craig décide d'aller cambrioler une nouvelle maison de son quartier et il choisit alors la famille Eaton. Sauf que quand il pénètre à l'intérieur de la maison, il tombe encore une fois nez à nez avec la mère de famille, Joanne. Leurs regards se croisent et pris de panique, les deux commencent à se battre. Évidemment, Craig prend logiquement le dessus sur la mère de famille et commence à l'étrangler. Les cris ont réveillé ces deux jeunes filles, Jennifer 10 ans et Melissa 8 ans, qui sont venues voir ce qu'il se passait. Malheureusement, elles connaîtront le même sort que leur mère, et Craig, encore une fois, va prendre des couteaux de cuisine et poignarder les deux jeunes filles à plusieurs reprises. Jennifer recevra 57 coups de couteau et Melissa en recevra 30. Cependant, cette dernière succombera à ses blessures à cause d'un coup porté à la tête à l'aide d'un tabouret de cuisine. Ensuite, il en profitera pour achever leur mère, Joanne, en la poignardant 63 fois. Les coups ont été si brutaux que les couteaux se sont brisés et qu'une lame est restée à l'intérieur du corps de Jennifer. Ce soir-là, Craig aura tué 3 nouvelles personnes alors qu'il est âgé de seulement 15 ans. Après ce meurtre, la suite, vous la connaissez, la mère de Joanne, qui n'a pas de nouvelles de sa fille, s'inquiète et décide de se rendre à son domicile et malheureusement, elle tombera sur cette scène où elle verra le corps ensanglanté de sa fille et de ses 2 petits-enfants. Après ces meurtres, la police arrive sur place et commence à remarquer la similitude entre les meurtres de Rebecca Spencer et la famille Eaton. Car en effet, les 2 scènes de crime sont assez similaires. Car tout d'abord, le tueur pénétrait par effraction dans la maison et finissait par poignarder ses victimes à mort avec leur propre couteau de cuisine. Et les crimes étaient si violents qu'à chaque fois les couteaux finissaient par se casser. Également, les coupures sur le corps des victimes étaient semblables et surtout, tout ça se passait dans le même quartier. Les policiers décident alors de lier les 2 affaires et pensent alors que le meurtrier est un habitant du quartier étant donné la distance entre les 2 scènes de crime. Ils commencent alors à essayer d'établir le profil d'un tueur en série, mais n'ont aucune idée que ce meurtrier puisse être un jeune homme de seulement 15 ans. Mais alors si les policiers n'arrivent pas eux-mêmes à mettre la main sur Craig Price, comment va-t-il être arrêté? Eh bien, figurez-vous que c'est un seul et unique détail qui va permettre de coincer le plus jeune tueur en série des États-Unis. Car le lendemain du meurtre de la famille Eaton, 2 détectives décident d'aller interroger les membres du quartier pour savoir s'ils n'auraient pas entendu ou vu quelque chose qui pourrait permettre d'avancer dans l'affaire. Maison après maison, ils finissent par tomber sur Craig Price, 15 ans, et commencent à lui poser des questions. Évidemment, le jeune homme dit qu'il n'a rien vu, rien entendu, et s'excuse de ne pas pouvoir aider les policiers dans leur enquête. Mais juste avant de partir, un des détectives va remarquer que Craig a une grosse coupure à la main. Il lui demande alors comment il s'est fait ça, et le jeune homme répond tout simplement qu'il était ivre lors d'une soirée et qu'il s'est bêtement blessé. Mais cette coupure rappelle étrangement la manière dont la famille Eaton a été assassinée, et le doute persiste dans la tête des enquêteurs. Pour en avoir le cœur net, ils décident de l'emmener au commissariat pour lui poser plus de questions et le soumettre au détecteur de mensonges. Après avoir échoué au détecteur, un mandat de perquisition sera demandé pour fouiller sa maison, où la police découvrira des couteaux, mais surtout des vêtements ensanglantés. Après cette perquisition, Craig Price, 15 ans, est arrêté. Devant toutes ces preuves, il finira par avouer les meurtres, n'éprouvant aucun remords, et racontant dans les détails comment il a mordu le visage de Joanne Eaton lors de la lutte, comment il a poignardé ses victimes, et il ira même jusqu'à imiter les bruits des filles qu'il a tuées lorsqu'elles étaient en train de mourir. Quand Craig avoue le meurtre, il est difficile pour les policiers de comprendre le motif, mais plus tard, le jeune homme dira que ce qui a déclenché ses premières envies de meurtre est surtout le racisme qu'il a subi dès son plus jeune âge. Craig ayant été arrêté juste avant ses 16 ans, il sera jugé et condamné en tant que mineur, selon la loi du Rhode Island. En effet, selon cette loi, il peut être libérable à l'âge de 21 ans et son casier judiciaire sera effacé
pour faciliter sa réinsertion. En attendant, il sera envoyé dans un établissement correctionnel pour mineurs, où il sera placé dans l'aile à sécurité maximale. Il sera alors détenu dans ce centre correctionnel pendant 5 ans, jusqu'à pouvoir être libéré à l'âge de 21 ans. Et quand cette sanction est tombée, Craig s'en vantait en disant que lorsqu'il sera libéré, il rentrera dans l'histoire en étant le plus jeune tueur en série des États-Unis. Lors de son séjour dans ce centre correctionnel, Craig refusera de parler des meurtres et de suivre un traitement. Malgré tout, il avait un bon comportement et a même repris ses études. Et ce bon comportement sera récompensé car on va lui donner plus de responsabilités au sein de cet établissement, comme par exemple en l'assignant à différentes tâches de sécurité. Mais ce traitement spécial réservé à ce tueur auteur de 4 meurtres va susciter une indignation et une colère de la part du public, notamment de la famille des victimes et des habitants de Rhode Island. Beaucoup de personnes, notamment la sœur et la mère de Joan Hitton, se sont réunies et se sont battues pour empêcher sa libération au vu de la violence de ses crimes, mais aussi en raison de l'opinion des psychologues disant qu'il serait un mauvais candidat à la réinsertion dans la société. Et tous ces efforts vont amener l'État à faire des modifications sur les lois et notamment permettre aux mineurs d'être jugés comme des adultes concernant les crimes graves comme ceux de Craig Price. Mais malheureusement, cette nouvelle loi ne pourra pas être appliquée à son cas car les crimes ont eu lieu avant. Cependant, le bon comportement de Craig dans ce centre correctionnel ne va pas durer très longtemps. Car à partir de 1994, il sera accusé de divers crimes, notamment d'outrage criminel pour avoir refusé une évaluation psychologique, extorsion pour avoir menacé un agent pénitentiaire, ainsi que d'agression. Suite à ces crimes, il sera à nouveau jugé et lors de ce jugement, le jeune homme serait rentré dans une colère folle, affirmant que tout le monde mentait pour le maintenir enfermé. Suite à ça, le procès prendra fin et Craig sera condamné à 15 ans de prison supplémentaire et sera transféré dans une prison pour adultes. Après cette condamnation, Craig multipliera les crimes en prison et en 1996, il sera impliqué dans plusieurs bagarres, dont une où il aurait mordu un gardien. En 1999, 2001 et 2009, il a aussi agressé à 3 reprises des policiers, ce qui lui a valu des années de prison supplémentaires. Avec toutes ces années en plus, Craig Price aurait pu être libérable en 2020, mais en 2017, il sera accusé et jugé coupable d'avoir poignardé son codétenu Joshua Davis avec un couteau qu'il a fabriqué lui-même. Pour ce crime, il sera condamné à 25 ans supplémentaires et ne sera donc pas libérable en 2020. Aujourd'hui, Craig Price continue de purger sa peine et passera probablement le reste de sa vie en prison. Et ce qui est dingue dans cette affaire, c'est que s'il avait continué à avoir un comportement exemplaire dans la prison pour mineurs, il aurait pu être libéré à l'âge de 21 ans, alors qu'il a quand même commis 4 crimes d'une violence aussi extrême, alors qu'il n'avait que 15 ans. Quoi qu'il en soit, Craig avait raison, car il est bel et bien rentré dans l'histoire en étant le plus jeune tueur en série des États-Unis. Et c'est comme ça que se termine l'affaire Craig Price, un tueur en série qui a commis son premier meurtre à l'âge de 13 ans. C'est une histoire très particulière car contrairement à beaucoup de tueurs et de tueurs en série, Craig a connu une enfance normale, a reçu une bonne éducation, a grandi dans une bonne famille, contrairement à beaucoup de tueurs en série qui ont une enfance difficile, qui ont connu parfois des violences physiques, psychologiques et même parfois sexuelles, alors que Craig, ce n'a pas du tout été le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette affaire a amené à la modification de certaines lois dans l'état de Rhode Island et justement le fait que les mineurs doivent être jugés comme des adultes dans le cas de crimes graves. Est-ce que vous pensez que si Craig avait été libéré à l'âge de 21 ans, il aurait pu se réinsérer normalement dans la société? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, oxa-YTB et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.